l'essentiel de la communication va se baser sur la définition que donne le plan national de développement de la bonne gouvernance, avec ses déterminants. Je crois qu'il y en a 6. Et l'expérience du CERAP est un peu fondée sur ces déterminants, c'est-à-dire l'obligation pour le gouvernement de rendre compte, la participation de toutes les parties prenantes au processus de prise de décision, le renforcement de la démocratie et de l'état des droits, la transparence des procédures dans la gestion des ressources publiques et de leur responsabilité, la prise en compte de l'équité et la mise en œuvre de l'égalité des chances, et enfin la valorisation de l'éthique. Et avant de parler de l'excellence, je vais essayer un peu de paraphraser ce qu'a dit Nelson Mandela, c'est que l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Je crois que la vocation première de Centre de recherche d'action pour la paix, c'est l'éducation. Lorsqu'on parle d'éducation, c'est une éducation plurielle, formation académique, mais aussi ce qu'on appelle formation de proximité, ce que nous appelons éducation de proximité, à travers la mise en œuvre des projets de terrain, mais aussi l'organisation des manifestations scientifiques et la production intellectuelle dans tous les domaines, précisément dans le domaine de la gouvernance. En termes de formation académique, le CERAP organise des masters. Nous avons un master en éthique et gouvernance, avec 4 filières, je crois qu'on va passer dessus rapidement. Droit de l'homme et action humanitaire, éthique économique et développement durable, gestion des conflits et paix, gouvernance et responsabilité sociétale des entreprises, ce qu'on appelle la RSE. Lorsqu'on parle de formation académique, il y a des modules, des unités de formation spéciale qui valorisent, qui font la valorisation de l'éthique et de la gouvernance. Vous avez par exemple en Master 1 des modules comme gouvernance et action publique, des modules comme gouvernance des sociétés, et aussi d'autres modules sur l'éthique et les finances, lorsqu'on parle de la transparence de l'information financière, au niveau de la formation académique, mais également au niveau de la prise en compte de l'équité. Un Master 2 en option éthique, économie et développement durable, qui met beaucoup l'accent sur le champ et le développement, mais également sur les stratégies de lutte contre le travail des enfants. Des formations diplômantes qui sont sanctionnées par un Master 1, diplôme de Master 1 et diplôme de Master 2. Et ces masters sont organisés par l'École de sciences morales et politiques d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle SMPAO, qui est situé au 2e étage de notre bâtiment. Mais il y a également la formation de proximité, à travers les projets de terrain. C'est-à-dire les projets qui sont financés par les partenaires techniques et financiers, les subventions telles que l'Union européenne, l'ambassade du Canada, le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et en parlant par exemple de renforcement de la démocratie et l'état des droits, le CERAP a initié en 2006, de 2006 à 2008, un projet d'éducation des jeunes à la culture démocratique. Bien entendu, c'est, comme on l'a dit, participer à la bonne gouvernance par l'éducation des populations. Et ce projet avait comme public cible les jeunes dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Et dans la mise en œuvre, le projet a permis de rédiger 2 manuels. Un manuel, un premier volume sur les valeurs à transmettre, sur la culture démocratique, mais aussi un deuxième volume 2 sur les essais pratiques. Et vous avez dans ce document tout ce qu'on appelle en culture démocratique, y compris la notion de bonne gouvernance, de responsabilité et d'alternance d'élections et tout. Et on a également un projet actuellement, un projet aussi qui a eu lieu en 2012 sur la lutte contre les formes de travail des enfants. Lorsqu'on parle de l'égalité des chances, la matérialisation de cette activité a été la formation des acteurs de lutte contre le travail des enfants. Bien entendu, comment faire pour en sorte que les enfants aient la même chance d'aller à l'école. Donc, lutte contre le travail dans la cacoriculture et dans le travail de la domesticité, comme ça, les filles de ménage. Et on a également, dans le domaine, lorsqu'on parle de formation de proximité, des activités d'appui au processus de gouvernance locale, c'est-à-dire comment intégrer les organisations de société civile à la gestion des affaires publiques locales, mais également à la prise des décisions au niveau local. Et ce projet, monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a un programme LIAM qui est mis en œuvre par l'Union européenne. Ce programme consiste à renforcer la capacité des organisations de la société civile afin que ces organisations jouent leur rôle d'acteurs de développement. Cela veut dire quoi? Que ces organisations prennent part à la gestion des affaires aujourd'hui communales, mais aussi à la gestion des affaires régionales, à la définition peut-être du budget communal, mais bien entendu encore la définition du budget de la région. Et avant d'arriver à cette étape de gestion transparente
l'implication de toutes les parties prenant la prise de décision. On a demandé, par exemple, au Sénat de renforcer les capacités de ces acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les organisations de la société civile, qui, comme vous le savez, ont beaucoup de lacunes, tant en termes d'organisation, qu'en termes de compétences individuelles, qu'en termes de maîtrise des politiques sectorielles. Si on prend par exemple des organisations qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme, d'abord au niveau organisationnel, il y a des problèmes parce que la gouvernance interne constitue un problème, mais la maîtrise même des politiques en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, c'est encore un problème. Là, le programme est sur deux axes. Un axe sur l'implication des organisations dans la gouvernance et même dans le processus de réconciliation, mais sinon, axe sur lequel nous travaillons, renforcer les capacités des organisations dans ce défi. Donc, un premier axe qui porte sur l'action, deuxième axe qui va porter sur l'acteur. Et ça va faire l'objet de notre constat plus tard. La formation académique, éducation de proximité, mais également manifestation scientifique et production intellectuelle. Dans le domaine de la gouvernance, bien entendu, puisque nous sommes dans un état de droit où il y a la primauté et le respect des droits de l'homme, cela c'est pour le respect des libertés individuelles, des libertés politiques, c'est la libre expression. Et il y a des manifestations scientifiques qui sont organisées pour permettre la libre expression, comme ce qu'on appelle les ventures du CERA. Des conférences qui sont organisées une fois par mois sur les thèmes d'actualité pour permettre aux autorités, aux gouvernants de venir rendre compte de leurs choix politiques ou des actions, soit en termes d'économie, en social ou politique. Je prends l'exemple de l'avant-dernière conférence qu'on a organisée. Après le vote de la loi sur le mariage, nous avons convié la ministre de la Communication qui était auparavant la présidente de la Commission des affaires institutionnelles chargée de présenter la loi en plénière. Madame la ministre a accepté de venir avec l'association des femmes juristes, représentée par une avocate, pour expliquer le contenu de la loi, de la nouvelle loi. Cela signifie quoi? C'était une manière de permettre aux gouvernants de rendre compte de leur choix. Et le CERA continue dans cette lancée. Au-delà de monter le CERA, nous avons également des forums citoyens que nous organisons avec la Banque mondiale sur les thèmes qui intéressent également la gouvernance. Le dernier concernait l'initiative PPTE pour voir qu'est-ce que l'État fait de la dette, de la restructuration de la dette publique pour améliorer les conditions de vie des populations. Et ce forum est organisé avec des intervenants qui ont des positions opposées et avec un public si spécialisé de la question qui permet d'enrichir le débat. Bien entendu, avec la publication également des documents, nous avons, je vais vous présenter dans cette dernière publication, la gouvernance à l'épreuve de la corruption. Donc, lorsque le grand fait parler un peu de la corruption, je vois que nous travaillons un peu sur les mêmes thématiques, mais le CRA fait fort non seulement de faire l'éducation, mais de participer à la production intellectuelle. Ça a été publié par un ancien collègue, M. Kassimi Mamba, qui a écrit le CRA depuis 2011. Le constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux citer aussi un dernier article, mais je pense que le dernier article, vous pouvez l'avoir dans la revue débat que nous publions chaque 3 mois, débat pour l'Afrique de l'Ouest, dans lequel vous avez un article du professeur Amoa Rubin, qui a écrit sur le principe de la gouvernance de la cité par la diplomatie coutumière ou discours sur la diplomatie coutumière. Vous avez ces publications dans le contenu, dans la revue débat d'Afrique de l'Ouest. Le constat, c'est au niveau de la gouvernance locale. Dans les activités que nous avons menées sur le terrain, dans plusieurs localités, Ouaké, Korogo, Spagman et d'autres villes, les organisations et les populations que nous avons croisées ont émis des réserves quant à l'effectivité de cette gouvernance locale, l'implication de la population dans la gouvernance locale, parce qu'il était très difficile pour les gouvernants, pour les autorités locales, de laisser transparaître ce qui était au niveau de la gestion, tant au niveau de la détermination du budget communal que du choix des politiques de développement local. C'est difficile. Il semble que ces organisations présentant également les mêmes besoins. On avait l'impression que les mêmes problèmes qu'on trouvait à Korogo, c'est les mêmes problèmes qu'on trouvait à Sassandra, les mêmes problèmes qu'on trouvait à Kabou. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment est-ce que ces organisations peuvent être impliquées dans la gouvernance locale. Quel enjeu? Bien entendu, promouvoir la démocratie. Lorsqu'il y a une implication des autorités, des populations, des organisations civiles dans la gouvernance,
la promotion de la démocratie participative locale. Et, comme le temps ne nous permet pas, je pourrais peut-être terminer par en fait, proposition d'initiative en matière de bonne gouvernance locale. Si vous voyez le plan, le PNB, le plan il y a la matrice des actions prioritaires de l'État de Côte d'Ivoire. L'État, en matière de gouvernance, a décidé que la population vive en harmonie dans une société sécurisée dans laquelle la bonne gouvernance est assurée. L'État dit que la gouvernance territoriale et administrative est garantie. Et l'État, pour avoir cet impact, propose que la population participe au processus de développement local. Et si vous voyez dans la matrice, il y a la formation de plusieurs administrateurs, la formation des élus locaux et la formation des membres des instances de société civile. Alors qu'on sait que le plan national de développement, c'est de 2012 à 2015. Est-ce que l'État a commencé? Comment est-ce que l'État va s'y prendre pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire gouvernance territoriale, la garantie de la gouvernance territoriale et administrative? Voilà des questions qu'on se pose. Je pense que le secrétariat national de gouvernance est là peut-être pour pouvoir avoir quelques éléments de réponse. Encore proposition de l'État, le Sénat également entend initier des formations en gouvernance et développement local. Bien entendu, il y aura un premier cycle à partir de l'année 2014-2015, mais voir comment au plan national, il peut y avoir la formation des organisations de la société civile, parce que la nouvelle loi sur la décentralisation donne comme avantage aux organisations locales de s'impliquer dans la gestion des affaires publiques. La loi date de décembre 2012, mais les organisations de la société civile ne maîtrisent pas cette loi. Dans cette loi, il y a par exemple le comité économique et social régional qui doit exister. Dans ce comité économique et social régional doit figurer les responsables des groupements économiques et sociaux, les responsables des groupements professionnels, mais les personnes reconnues pour leurs compétences au niveau local. Et ce comité économique et social a un rôle consultatif. Bien entendu, même avant le budget, même avant l'adoption du budget communal. Mais les organisations de la société civile ne savent pas un peu quel sera leur rôle. Bien entendu, si les autorités locales le savent, il sera difficile de voir comment est-ce que le choix a été fait de façon objective. Donc je tiens à m'arrêter là et merci encore.